Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire. Bonjour, Monsieur Diouf. Bonjour. Est-ce qu'on nous entend? On peut avoir le retour du chat. Si vous nous entendez, si vous nous voyez, essayez d'écrire quelque chose. Ouais. Bonjour. Essayez d'écrire quelque chose, comme ça on sait que vous nous entendez bien, s'il vous plaît. Alors, madame, je crois que leurs micros sont coupés, mais dans le chat, j'ai vu qu'ils disent qu'ils nous entendent. Donc, c'est Oui. bon. Ils sont là. Monsieur Fedi Osinga, il dit qu'il n'entend pas. Pour les autres, ça va? Oui. Pour les autres, ça va. 5 sur 5. 5 sur 5, c'est bon. On entend bien, OK. Voilà. Je pense qu'on peut commencer, parce que beaucoup de gens sont déjà connectés. Bienvenue encore dans notre troisième journée de cette série de webinaires. Aujourd'hui, la troisième journée est consacrée à la contribution de l'IA à la gestion des archives. Donc, la contribution de l'intelligence artificielle à la gestion des archives, qui nous sera présentée par M. Antonin Benoît Diouf. Donc, il est un expert sénégalais en bibliothéconomie, archivistique et gestion de connaissances. Il a 2 masters en sciences de l'information documentaire et technologie de l'information. Fort de 30 ans d'expérience acquise notamment à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il est actuellement chef de service des bibliothèques, documentation et gestion du savoir à l'Institut africain de développement économique et de planification des Nations unies, à l'IDEP. Il est aussi très actif dans les réseaux sociaux. Nous allons partager ses contacts, vous allez le voir. Il est aussi membre actif de l'IFLA, de l'AIFBD et de l'ICA. Il est, désolé, hein, vous allez me corriger si je omets une information importante. Il est enrichi d'une solide expertise en gestion électronique de documents, numérisation de patrimoine documentaire africain et intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques documentaires. Voilà.
Et il va nous amener aujourd'hui dans ce monde de l'intelligence artificielle qui ne se présente pas comme un gadget technologique, mais comme un levier de transformation éthique, stratégique et patrimoniale. Alors, lors de son intervention, il va nous partager cinq grandes dimensions, notamment le traitement automatisé des archives, donc l'indexation, la reconnaissance automatique des caractères et la classification, la conservation préventive assistée par l'IA, donc la détection des détériorations, la restauration numérique, l'accès et la valorisation élargie, l'assistant virtuel, la traduction multilingue et le garde-fou éthique et protocole de sécurité. Et enfin, serons dans un prototype immersif. Donc, notre webinaire se présentera en deux parties. Il y aura une partie théorique et une partie pratique. Donc, nous allons donc bénéficier pendant cette heure de l'expertise de M. Antonin Diouf, à qui je donne la parole pour que nous puissions gagner du temps. Monsieur Diouf, à vous la parole. Bonjour, collègues. Merci, Madame Molembo, pour la présentation. Je confirme que ça a été bien fait, bien dit. Je salue les collègues de tous bords donc, pour cette séance de partage qu'ils ont pris la liberté de venir suivre. C'est tout à leur honneur. Avant de commencer, je remercie d'abord le CIA par sa branche Afrique centrale, notamment son président, Jean-Paul Nenga, et tous les membres de ce bureau. Donc, sans plus tarder, vu qu'il y a beaucoup de choses à dire et que nous sommes un peu limités par le temps, je vais partager mon écran. Tout d'abord, je précise que ce n'est pas une présentation PowerPoint, mais une présentation d'un formulaire, d'un dispositif web. Donc, les présentations, je les fais maintenant sur le web. Donc, il y aura possibilité après de pouvoir convertir tout ça en PDF pour distribuer aux participants si nécessaire. Donc, je partage mon écran. Je sais pas si vous le voyez. Donc, comme l'a dit la présentatrice, la modératrice du moins, nous sommes dans une partie théorique d'abord, où je pose les enjeux et les opportunités qui sont offertes par l'intelligence artificielle. Ensuite, une deuxième partie sera consacrée donc à des démonstrations pratiques de ce que peut être l'adoption de l'IA dans un contexte archivistique particulier, notamment africain. Donc, tout d'abord, préciser que le focus de ce webinaire, de ce partage, c'est en direction de tout type d'archives, archives nationales, archives publiques, privées, administratives, financières, etc. Donc, le but, c'est que chacun des acteurs de ces spécificités particulières de l'archivistique pratique puisse y trouver son compte et adopter ou adapter l'IA dans sa pratique quotidienne. Donc, d'abord, une introduction qui va un peu situer donc, les débats. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, donc avec les contrastes et tout. Donc, l'introduction, c'est d'abord dans un contexte et dans des enjeux archivistiques en Afrique centrale, démontrer l'importance fondamentale qu'ont les archives pour la préservation du patrimoine culturel, donc historique ou administratif, et mettre en avant aussi les défis actuels, la volumétrie croissante des données, surtout des données numériques, la diversité des formats qu'on rencontre actuellement dans le champ professionnel, la difficulté d'accès, notamment en contexte africain où l'accès à Internet n'est pas toujours optimal, et les risques liés à la dégradation physique et numérique, qui sont plus que d'acuité avec tous les problèmes climatiques qui surviennent actuellement dus au réchauffement climatique. Et pourquoi parler d'intelligence artificielle aussi, en commençant par l'IA générative, donc qui nous concerne le plus dans cette conférence. Et cette IA générative, ce n'est que l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre
en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Et les opportunités offertes par cette IA, c'est une gestion efficace, proactive et prédictive des archives. Donc, quand on parle de IA, c'est juste un mécanisme qui essaie de copier ou de simuler l'intelligence humaine. Mais cette intelligence artificielle, au moment où je vous parle, n'est pas aussi complète ou aussi étendue ou aussi efficace, entre guillemets, que l'intelligence humaine, donc une intelligence innée, et déjà faire une dichotomie entre ce qu'on appelle automatisation et intelligence artificielle. Donc, l'automatisation, c'est la répétition programmée d'une tâche simple, sans adaptation. Par exemple, quand on parle OCR de documents, on en parle en matière d'IA. Mais avant que l'IA, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'apparaisse, on a toujours fait de l'OCR. L'OCR, c'est la reconnaissance optique des caractères. Quand vous numérisez, vous donnez la possibilité au document donc, qui sort comme une image de pouvoir la transformer en texte, notamment en texte PDF. Donc cela se faisait avant l'intelligence artificielle. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, cette opération-là, elle est optimisée et elle va au-delà même de l'OCR. C'est-à-dire, la machine, elle fait l'OCR, donc elle reconnaît les caractères, mais elle a la possibilité aussi d'analyser le contenu et de générer des résumés à partir de ce contenu-là qui a été analysé, de faire de la classification, etc. Donc, de ce fait, l'IA transforme les archives et elle n'existe pas seulement, elle réfléchit avec les données. Donc, c'est ça le but de l'IA et la compréhension qu'il faut en avoir quand on parle d'IA et d'archivistique. Donc, le premier élément sur lequel on peut adapter ou adopter l'IA, c'est le traitement archivistique. Donc, ce traitement archivistique-là, la problématique actuelle, c'est de la difficulté à indexer manuellement de grandes quantités d'archives. J'en ai parlé tout à l'heure, les défis croissants de la production de données et de documents actuellement. Les risques d'erreurs humaines et incohérences dans les métadonnées. Les métadonnées sont devenues la cheville ouvrière du monde numérique, surtout pour nous autres spécialistes de l'information documentaire. La lenteur dans la description manuelle. Et quelle peut être la contribution de l'IA avec des cas concrets? C'est la description des collections en ISAG, par exemple, qui est la norme fondamentale en archivistique, la norme de description. L'OCR, donc reconnaissance automatique des documents, donc j'en ai parlé tout à l'heure, avec la possibilité d'outils qui combinent donc cette OCR traditionnelle classique avec une IA générative. Et l'exemple de ChatGPT 4 pour extraire intelligemment des métadonnées peut être mis en exergue. La classification intelligente des données, donc grâce au machine learning, qu'on appelle apprentissage automatique en français, avec des solutions aussi qui existent, aussi bien d'un point de vue payant, et des solutions qui sont un peu moins payantes, sachant que tous les outils d'IA, la majorité, c'est des outils payants, sauf les outils de base. Les outils de base, on peut les avoir gratuitement, mais pour arriver à d'autres performances donc optimum, on est obligé d'acheter ce qu'on appelle des licences d'utilisation pour avoir accès à ces fonctionnalités avancées. Donc, la classification des documents, donc j'en ai parlé, c'est tout ce qui est lié au plan de classement, par exemple pour les archives, voir comment une IA peut vous aider à optimiser cette opération-là. Dans les questions que j'ai reçues récemment, donc il a été fait aussi état du calendrier de conservation, comment l'IA peut aider à gérer ce calendrier de conservation. C'est en le paramétrant de telle sorte qu'il puisse détecter les documents arrivant en fin de durée légale, de proposer aussi leur suppression ou leur archivage définitif, donc selon les dispositions du tableau de gestion, analyser donc les métadonnées pour anticiper les obligations réglementaires. Donc là, les exemples d'outils qu'on peut donner, c'est les dashboards qu'on peut soit modéliser soi-même, ou bien aller sur Internet, trouver sur des dispositifs qui donnent accès à des codes open source, la possibilité d'importer ces codes-là et de les adapter à son environnement de travail. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure dans la pratique pour voir comment cela peut se faire de manière schématique. Le deuxième aspect, c'est la conservation préventive, donc et la restauration des documents. Là, la problématique, c'est la dégradation des archives papier, donc photographiques, audiovisuelles, tout ce qui est documents analogiques et qui est sujet aux fluctuations climatiques
et les dommages qui peuvent être engendrés à ce niveau. La difficulté aussi à anticiper les risques est une problématique. L'IA peut contribuer à faire solutionner tous ces problèmes par la détection automatisée des dégradations physiques et numériques, grâce donc à l'image numérique et à des modèles prédictifs, donc des logiciels d'IA qui peuvent détecter l'humidité, la moisissure et les détériorations sur des manuscrits anciens, par exemple, ou bien des documents d'un certain âge. La restauration numérique aussi peut se faire grâce à l'IA, avec des outils tels que des outils d'Adobe, donc qui sont payants, malheureusement. Midjourney et DLI, DLI qui est une fonctionnalité ou une déclinaison de ChatGPT qui se charge de générer des images. Et ces outils peuvent être utilisés pour restaurer des images donc, qui sont abîmées ou qui sont incomplets du fait de leur reproduction numérique. Le troisième volet, c'est la facilitation d'accès et la valorisation du patrimoine archivistique. Donc, la valorisation, je pense que c'est un élément aussi important, donc qui est pris en compte par l'IA, avec des problématiques comme la complexité d'accès aux archives, qui sont souvent mal indexées ou non numérisées, et la faible valorisation et visibilité du patrimoine archivistique, notamment en Afrique, pour ne pas dire Afrique centrale. La contribution de l'IA peut se faire par donc, des dispositifs de recherche intelligente avec des assistants virtuels, donc toujours ChatGPT, donc qui revient. Je reviendrai beaucoup sur cet outil-là, que je pense peut être un couteau suisse assez complet pour faire tout ce qu'on veut avec l'IA. Il y a aussi la traduction automatique et multilingue, donc qui peut être faite avec des outils qui existent déjà, comme DeepL, Google Translate, Cloud Translate, et la possibilité surtout, à partir de ces traductions-là, d'avoir des transcriptions ou des translittérations en langue locale, notamment en lingala, pour parler de l'Afrique centrale. C'est des choses que l'IA arrive à faire maintenant. Donc, à partir d'un document, par exemple français, avoir sa version en lingala et la synthèse vocale après. Le quatrième axe sur lequel je veux m'appesantir, c'est la sécurité et l'éthique dans l'utilisation de l'IA. Donc, c'est un axe fondamental aussi, avec comme problématique des risques de manipulation, perte d'intégrité ou accès non autorisé aux données sensibles, des défis éthiques, notamment liés aux biais algorithmiques et le respect des droits culturels et patrimoniaux. Les biais algorithmiques, c'est quoi, par exemple? C'est qu'à partir d'un modèle d'IA, les réponses qui seront données par ce modèle-là puissent être manipulées en amont. Donc, je ne veux pas entrer dans des détails politiques, pour citer des exemples, mais c'est tout ce qui est lié à la manipulation qu'on peut faire pour orienter les résultats qui sont prodigués par l'IA. Et pour contourner cela, il faut que de plus en plus, d'ailleurs, que nous pensions à avoir des modèles d'IA qui sont basés sur nos propres productions scientifiques, nos propres productions archivistiques, nos propres données. Et c'est là un des enjeux aussi qu'il faut mettre en avant quand il s'agira d'appliquer l'IA à l'Afrique en général. Et à ce niveau, il y a le concept d'IA explicable, donc qui désigne l'ensemble des méthodes qui visent à rendre compréhensibles les décisions prises par les modèles d'intelligence artificielle. Donc, elle renforce la confiance des utilisateurs en leur garantissant une transparence, c'est-à-dire comprendre comment une décision est prise par l'IA, l'équité, c'est-à-dire vérifier l'absence de biais discriminatoires, ce dont je parlais tout à l'heure, la confiance en assurant l'adhésion des utilisateurs aux résultats produits, donc la confiance qu'il faut donner aux résultats qui sont produits par l'IA, la robustesse, à maintenir des performances fiables, même en conditions changeantes, la protection de la vie privée, c'est-à-dire le respect des données sensibles et des données personnelles, l'interopérabilité, offrir des applications claires et humaines, l'interprétabilité, autant pour moi. Le fait d'offrir ces explications claires et humaines, c'est le processus qu'on appelle dans l'IA l'humanisation. C'est-à-dire que ces résultats-là qui sont produits par une intelligence artificielle puissent être formatés et modelés de telle sorte que un humain, n'importe lequel, puisse
donc, donner du crédit à ces résultats-là, mais qu'il y ait surtout une transparence quant au fait que ces résultats-là puissent être considérés comme des résultats à dimension humaine. On y reviendra. L'objectif est de rendre l'IA plus fiable, donc plus éthique et mieux adaptée aux exigences institutionnelles et réglementaires. Une autre solution concrète est le renforcement des protocoles de sécurité avec le chiffrement, l'anonymisation et l'autonomisation de la sécurité à ce niveau. Donc, je passe rapidement sur cette partie théorique-là, hein, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé des modèles d'IA. Peut-être que les 4 éléments-là que je viens de présenter ont déjà été testés par certains dans le cadre de leur travail, mais c'est des choses sur lesquelles nous reviendrons dans la partie pratique. Donc, tout cela donc repose sur la maîtrise de l'utilisation des agents conversationnels, ce qu'on appelle les chatbots. C'est la cheville ouvrière de tous les modèles d'IA, parce que c'est l'interface qui permet à un humain de pouvoir dialoguer avec l'intelligence qui est derrière ce modèle. Et ça se fait avec donc, ce qu'on appelle les prompts ou les requêtes. C'est les textes qu'on saisit, soit des questions qu'on adresse à l'IA pour avoir des réponses. Donc, la deuxième partie aborde cela en mode simulatoire. Donc, je les répète tout de suite là. Et je peux présenter aussi un modèle de génération de prompt, si le temps le permet. Mais c'est quoi le prompt d'abord? Essayons de voir avec ChatGPT. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir là. Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas déjà eu à utiliser une interface d'IA, j'espère que vous voyez mon écran. Donc ça, c'est l'écran de base avec lequel on interagit avec ChatGPT, donc qui est un modèle de langage. Et dans le contexte archivistique, le prompt, c'est ce qu'on écrit ici. Par exemple, je donne un rôle à l'IA, qui est un archiviste africain, et tu veux mettre en place une politique archivistique complète avec un plan de classement, un tableau de gestion. Bon, je vais m'arrêter là, hein. Donc, je définis le contexte. Tu es dans des, tu es dans une municipalité. Par exemple, c'est un archiviste d'une municipalité. Donc, ça, c'est un prompt de base. Place, je corrige la place. Ça, c'est un prompt de base, c'est une requête. Donc, on interagit avec la machine comme si on parlait avec un être humain. Donc, on suppose que j'ai une intelligence qui est derrière et on lui parle. Donc, là, c'est ma demande. Je lance la demande et j'attends la réponse. Donc, la réponse, elle se fait très vite, ce que vous voyez ici. Donc, ChatGPT me donne déjà politique archivistique de la municipalité. Les objectifs, le plan de classement, donc tel que je peux le faire. Donc, avec les codes, les fonctions, sous-fonctions, les exemples de documents qui sont liés à ces codes et à ces fonctions. Le tableau de gestion des archives, donc, qui est là. Donc, avec aussi ces colonnes, les durées de conservation, durée d'utilité administrative, le sort final, les observations et tout. Et là, un certain nombre de conseils, donc sur la structuration même et les fonctionnalités de chacun. Donc, etc., etc., etc. Donc, pourquoi je vous montre tout ça? C'est pour vous dire que tout ce que je viens de dire en théorie, vous pouvez reproduire tout ça dans un prompt. Et le prompt, plus il est détaillé, et plus il est précis, plus il est circonscrit, vous verrez que l'IA va vous donner une réponse qui est proche de ce que vous lui avez demandé. Bon, ce n'est pas le but de ce webinaire. Peut-être que dans une session de formation pratique, c'est des choses sur lesquelles moi, je serais ravi de revenir avec vous. Mais déjà, c'est pour vous montrer ce qu'est un prompt
Et il y a des techniques pour avoir les meilleurs prompts qui soient, pour avoir les meilleurs résultats aussi qui soient. Et c'est dans ce cadre-là que moi, personnellement, même, j'ai développé un prompt maker, c'est-à-dire un générateur de prompts, qui vous permet, à partir d'un formulaire, de générer ce prompt-là. Donc là, par exemple, je peux choisir un rôle, donc en l'occurrence archiviste, le cadre, les suggestions. Donc, si je dois insérer des normes, par exemple, je parle de traitement archivistique, est-ce que je veux que dans mon prompt, je dise à la machine qu'il me fasse un formulaire en ISAG ou bien en ISO 15489, donc je fais le choix. Ici, par exemple, ISAG. Le contexte, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est des archives municipales, c'est des archives nationales, c'est des archives départementales, donc je les mets ici. Et je choisis donc tous les champs à remplir ici qui concernent mon prompt. Donc j'ai essayé d'être le plus large possible, hein. Et c'est un prompt maker qui prend en compte aussi bien les préoccupations des bibliothécaires, des archivistes, des documentalistes, des muséographes, etc., etc. Et à la fin, donc, en générant le prompt, donc dès que je mets générer le prompt, donc les éléments que j'ai saisis, donc se retrouvent ici. Bon, là, j'ai choisi qu'une seule modalité, donc archiviste. Il me dit déjà, dans mon prompt, vous agissez en tant qu'archiviste. Si j'avais d'autres éléments, ils allaient donc se matérialiser. Ce que je fais après, je fais juste du copier. Je viens coller sur mon chat GPT, par exemple, ici. Voilà. Mais avant de le faire, vous pouvez aussi modifier si vous voyez que le prompt tel qu'il a été fait ne répond pas aux exigences que vous voulez. Vous pouvez toujours modifier ce prompt-là avant de lancer la requête. Voilà, je passe rapidement sur ça. On reviendra dessus s'il y a des questions. Donc, je reviens à ma présentation principale théorique. Là, pour parler maintenant d'outils, de prototypes que j'ai moi-même développés et qui peuvent être des sources d'inspiration donc pour les membres de l'assistance. Nous allons y aller tout de suite. Donc, c'est cette interface-là. Donc, avec en haut, vous voyez ici une navigation donc, sous forme de diapo. Donc, je l'ai appelé IA générative au cœur d'une révolution ou évolution archivistique. Ça dépend de la façon dont on appréhende cette IA-là en contexte de travail. Mais surtout, en insistant sur l'innovation et la valorisation des archives en Afrique centrale, bien sûr. Ce sont des prototypes pratiques. Donc, le premier prototype, c'est ce que j'appelle l'avatar immersif. Immersif, c'est quoi? Actuellement, il y a une réalité qui est là, c'est la quatrième révolution industrielle, donc dont l'IA fait partie, avec des technologies comme la blockchain, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Il est possible maintenant de pouvoir modéliser euh, des parcours archivistiques, des recherches archivistiques en mode simulé, où la personne, en fait, s'immerge dans un portail archivistique pour découvrir ce qui l'intéresse. Et grâce à un avatar immersif, par exemple, qui fusionne le monde réel et virtuel, on explore des narrations patrimoniales riches en émotions. C'est-à-dire, c'est l'IA elle-même qui, quand vous l'interrogez, pas seulement de façon textuelle, mais de façon audiovisuelle ou une interaction par la voix, vous amène dans le corpus archivistique que vous consultez vers les éléments qui vous intéressent. Et c'est lui-même qui fait le résumé ou donc la description immersive des articles qu'il va vous proposer. Et là, j'ai fait des simulations, par exemple, euh, sous forme d'expérience, donc voyage immersif. Je clique d'abord une expérience 1, donc qui parle d'inspiration. Expérience 1, les paysages urbains inspirants. Donc, on est là, par Découvrez les exemple, panoramas historiques de villes africaines à travers des archives photographiques authentiques. Explorez ces bâtiments emblématiques et ces rues anciennes qui racontent chacune une histoire unique et inspirante, révélant ainsi l'identité culturelle et le patrimoine architectural d'une époque révolue mais riche en enseignements. donc cette expérience-là immersive, c'est un chercheur ou
un grand public qui est intéressé à explorer des paysages urbains historiques de l'Afrique centrale. Donc, il y a la possibilité, avec l'IA, que cette IA-là aille dans les corpus iconographiques, donc des archives, qu'elles peuvent être nationales ou départementales, qu'importe, et ressortir tous les éléments qui ont été indexés et qui parlent en fait de cette urbanisation historique ou qui peut être coloniale ou bien même antécoloniale. Et c'est ça que j'ai essayé de matérialiser ici. Donc, vous avez des images, par exemple, du Tchad. Cela, je crois que c'est Pointe-Noire au Congo, si je me rappelle. Ça, c'est Bangui. Donc, peut-être les Centrafricains aussi pourront reconnaître cette place-là. Donc, le but, c'est quoi? C'est vraiment de montrer que, avec l'IA, on peut valoriser déjà les archives de façon spontanée, technologiquement avancée. Et c'est un prototype que moi, je suis arrivé à faire. Je suis pas informaticien. Donc, c'est des choses aussi qui peuvent être faites de façon très mieux optimale s'il y a une relation de collaboration entre un archiviste et un informaticien ou un technicien qui est fort en développement web ou en ingénierie système. Je ne vais pas dérouler les autres expériences parce qu'on est dans des limites de temps, mais j'espère que cet exemple-là est assez significatif pour vous. Donc, on parle d'archives du futur, on parlera aussi d'archivistes du futur. Et là, au risque de faire peur à certains collègues, je vais parler de ce que peut être un archiviste dans 5 ans, 6 ans, on ne sait pas, un archiviste sous forme d'avatar, qui sera l'interface entre les archives et les chercheurs ou le grand public. Donc, c'est l'objet de cette diapo-là. Donc, ou dans les portails archivistiques, on aurait une interface IA qui répond comme un être humain, donc avec une photo, ça peut être voilà, une image animée de l'avatar, et qui répond à des questions. Bon, là aussi, j'ai essayé d'allier la synthèse vocale, donc qu'on a entendu tout à l'heure, avec du texte. Et j'ai simulé une question sur Libreville, par exemple. Quelle est l'histoire de Libreville? Donc, je suis un utilisateur des archives nationales du Gabon, par exemple. Je suis au niveau du partage archivistique qui est en ligne ou bien qui est logé au niveau des archives. Et je viens interroger le modèle d'IA qu'ils ont mis en place. Donc, ce modèle, je lui pose la question, quelle est l'histoire de Libreville? Et à ma grande surprise, c'est un avatar qui me répond. Ce n'est pas un des archivistes qui est présent, mais c'est l'outil d'IA. Donc, on a essayé d'humaniser et qui répond et qui donne l'histoire de Libreville. Libreville, actuelle capitale du Gabon, trouve ses origines documentées en 1849, à la suite d'un événement majeur, l'interception du navire négrier brésilien nommé Elysia. Selon les archives coloniales françaises analysées, ce navire, transportant des esclaves destinés à la traite transatlantique, fut capturé par les autorités françaises au large des côtes gabonaises. Les esclaves libérés furent installés près de l'embouchure du fleuve Koomo, dans un établissement baptisé symboliquement Libreville, en référence directe à leur liberté retrouvée. Dès sa création, Libreville devint un centre d'accueil pour les populations libérées, Désolé, attirant rapidement des groupes ethniques le divers, résumé est un peu notamment long. des Mpongwe locaux, des Feng venus de l'intérieur du pays, ainsi que des Européens, principalement français, établissant ainsi une diversité culturelle marquée, documentée abondamment dans les archives administratives et religieuses du XIXe siècle. Pendant la période coloniale française, 1885 à 1960, Libreville se développa rapidement en centre administratif clé, avec de nombreuses infrastructures coloniales dont les vestiges apparaissent clairement dans les documents archivistiques de cette époque, cartes, plans urbains, rapports administratifs. Elle joua ensuite un rôle déterminant dans l'histoire contemporaine du Gabon, devenant officiellement capitale à l'indépendance du pays le 17 août 1960. Aujourd'hui, Libreville est analysée par l'IA comme une ville en pleine expansion, centre politique et économique du Gabon, qui conserve néanmoins dans ses archives vivantes des témoignages historiques cruciaux, marquant sa transition depuis sa création jusqu'à son statut moderne, en tant que métropole multiculturelle et dynamique d'Afrique centrale.
Donc, voilà un exemple de ce que peut être un avatar archivistique. Donc, qui, au-delà de présenter les sources archivistiques, vous en fait un résumé avec ses propres commentaires. Mais soyons précis. Un exemple comme celui-là, à la fin de la génération par l'IA, donc du texte et de la voix qui correspond, il faut une validation de l'archiviste derrière pour vérifier si ce que l'IA dit est vraiment correct ou pas. Donc, ça aussi, c'est une dimension que je voudrais qu'on prenne en compte. Quand on utilise l'IA en contexte de travail, il faut toujours vérifier d'abord que les résultats qui sont fournis sont corrects d'un point de vue scientifique, technique, professionnel et autres, avant de le communiquer à un potentiel utilisateur. Donc ça, c'est un exemple. Il y a un exemple aussi sur Patrice Lumumba, mais bon, comme on est toujours aussi pris par les trucs du temps, je vais passer sur ça. Après le traitement des archives, on peut aussi parler d'un défi majeur, donc qui est la préservation de l'intégrité du patrimoine documentaire sur le long terme. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure dans la partie théorique, c'est toutes les opérations ou les politiques qui sont mises en avant pour anticiper donc, la dégradation des documents analogiques au niveau de nos structures. Et si, au cas échéant, grâce à l'IA, arriver à reconstruire ou bien corriger des dommages qui sont arrivés à ce niveau. Et là aussi, j'ai développé une petite simulation pour montrer ce que peut être la réaction d'une IA quand on lui demande, par exemple, de faire le diagnostic d'une session particulière de nos magasins d'archivage. Donc là, je vais juste montrer la réponse qu'il peut donner. Hein. Donc, c'est le bouton vert. Donc, simuler la surveillance. Une IA peut vous dire, bon, surveillance prédictive, température actuelle, donc 30 degrés Celsius, humidité actuelle, 70%. Donc, le niveau de risque de dégradation est élevé. Donc, alerte avec une alerte en rouge. Les archives sont exposées à un risque élevé de moisissure. Intervention recommandée pour contrôler la température et l'humidité. Qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert cela? Ça permet au gestionnaire, à l'archiviste, de pouvoir anticiper ces dégradations-là. Donc, s'il a des dispositifs de régulation de l'humidité et de tout autre appareil en ce sens, il peut, chaque semaine par exemple, ou chaque mois, ou bien à la suite d'intempéries, demander à son système d'IA d'analyser les risques potentiels. Et une fois que ces risques-là sont analysés, que l'IA lui donne la réponse adéquate pour pouvoir déterminer quel type de politique anticipative adopter à ce niveau. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité que l'IA peut prodiguer. Toujours en termes de valorisation, il y a ce que j'ai appelé la prédiction, de la prédiction à l'émotion. C'est-à-dire comment les archives peuvent faire vibrer des gens. Dans nos archives, il y a plein de documents, plein de textes, de photos, d'images audiovisuelles, donc, qui sont liés à des contextes particuliers. Donc, ça va être des contextes émotifs ou émotionnels, donc comme la tristesse. Donc, j'en ai défini 4 ici. La tristesse, la joie, la colère, la sérénité. Donc là, par exemple, si je suis dans une étude donc, qui veut mesurer les situations émotionnelles historiques liées à un pays, à un contexte, à une localité, je peux demander à l'IA, par exemple, de me montrer tous les documents qui peuvent exprimer un sentiment de tristesse et qui sont survenus dans mon environnement de travail ou dans mon environnement de vie. Et là aussi, en termes de simulation, donc, j'ai simulé des images de tristesse qui peuvent être automatiquement divulguées par l'IA à la demande. Par exemple, cette image-là, donc de tristesse, qui rappelle la famine en Éthiopie en 1984. Donc, l'IA aussi peut vous permettre d'avoir ce genre de dispositif donc, de dissémination de l'information liée aux émotions. La colère, ça montre des manifestations sûrement politiques,
donc je ne sais pas de quel pays, je n'ai pas vérifié la provenance, ou la joie, par exemple. Ici, un événement historique donc, qui a mis en interaction deux présidents emblématiques de l'Afrique, donc Jomo Kenyatta à droite, le premier président du Kenya, et Kwame Nkrumah, donc en 1967, président du Ghana, donc qui ont été des acteurs assez significatifs de l'histoire panafricaine. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent être faites par l'IA. La sécurité, donc élément sensible aussi, dont on a parlé hier, c'est-à-dire dans un contexte d'IA, comment utiliser celle-ci pour garantir l'authenticité des documents que nous prodiguons à nos utilisateurs. Et là, il y a une technologie donc, qui est toujours une technologie de la quatrième révolution industrielle, donc la blockchain, qui peut être utilisée et mise à profit donc pour gérer aussi l'authenticité des documents d'IA. Donc là, la blockchain, il y a deux plateformes qui sont, à mon avis, très souples et qu'on peut utiliser. Donc Hyperledger et Ethereum. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir un compte là-bas et essayer de voir comment on peut créer une chaîne de blocs. Donc, même à titre euh, de prototype ou de simulation, et essayer de voir comment on peut gérer la sécurité de ces documents à ce niveau. Sachant que la meilleure des options sera toujours d'avoir un modèle local qui est développé en local. Et pour ça, il y a des codes open source qui peuvent permettre de déployer ces blockchains-là. La blockchain, comment elle fonctionne? Donc, le document initial archivistique, ça peut être un document PDF. Donc, je veux dire que la blockchain, elle ne gère que des documents numériques par contre. Donc, il faut que ces documents-là soient numérisés. Et pour le PDF, donc, créer ce qu'on appelle une empreinte numérique, en H, qui permet d'identifier le document de manière univoque, donc sans équivoque. Donc, on enregistre sur la blockchain, la chaîne de blocs, donc, pour garantir sa traçabilité, son immutabilité et un empêchement de l'altération de l'information une fois que ce document est enregistré sur la blockchain. Et procéder maintenant à une analyse par IA qui permet de vérifier donc, le contenu et détecter toute anomalie. Donc, le document que vous mettez dans la blockchain, vous avez la possibilité d'être avec l'IA, de voir si ce document-là est authentique avant de le mettre dans la chaîne de blocs, etc., etc. Et là aussi, j'ai simulé ce que peut être une réponse donc, d'une blockchain donc, à qui on demande si le document un tel est un document authentique, est-ce que voilà, est-ce que c'est pas un faux? Et donc là, si je clique sur vérifier l'intégrité, par exemple, du document, l'IA couplé à la blockchain, donc fait l'analyse et me donne ici le résultat, par exemple, en surlignage jaune. Il me dit que la vérification est réussie, le document est authentique. Et il me donne les éléments, par exemple, l'empreinte qui a été calculée. Ça, c'est l'empreinte qui a été attribuée au document quand on le mettait dans la blockchain. Et donc, il me dit que cette empreinte-là, donc, est effectivement une bonne empreinte qui prouve que le document est authentique. Donc, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. Donc, ça aussi, c'est des enjeux sur lesquels on peut agir en mettant à disposition des processus de ce type. Une autre préoccupation est liée maintenant à la collaboration et au partenariat au sein même du Sénarbica. Donc, parce que c'est l'exemple qui nous réunit aujourd'hui. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir un laboratoire d'innovation archivistique qui mettra à contribution donc, tous les collègues archivistes de cette sous-région Afrique centrale pour avoir des dispositifs donc, mutualisés, harmonisés et une coopération qui fera que la gestion de l'archivistique au niveau de la branche Afrique centrale s'en trouvera améliorée et robuste. Et là, j'ai imaginé donc les scénarios. Ça peut être la formation archivistique et IA, des partenariats archives innovation
Et voilà, l'expérimentation, ça va avoir un laboratoire d'expérimentation qui permet, à partir des réalités locales, de pouvoir avoir un cadre de référence pour la mise en application de cette IA-là au niveau de la zone. Donc, pour la formation archivistique, ce n'est pas compliqué. C'est donc disposer d'un projet qui combine donc cette formation innovante en IA et l'analyse approfondie des archives, par exemple, historiques, ce qui offre aux entreprises régionales, donc institutions régionales, une compréhension enrichie de leur patrimoine archivistique et innovant. L'autre projet, c'est un partenariat stratégique qui lie l'expertise archivistique avec des initiatives IA, garantissant que les solutions développées reposent sur une base historique solide, valorisant ainsi le patrimoine régional. Donc, le terme valorisation, il revient toujours, hein. Le projet expérimentation IA sur archives peut être un projet pilote, donc exploite les techniques d'IA pour analyser et valoriser les archives régionales, en améliorant la préservation et la diffusion de ces documents historiques et en contribuant à l'innovation dans le secteur. Donc, réflexion ouverte, non fermée, mais c'est des pistes de base qui peuvent aider à inspirer des initiatives en ce genre. Maintenant, on a parlé de théorie, on a parlé de prototypes. On va continuer dans des, 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 des- des partages de pratiques possibles et déjà intervenir sur comment faire sa transition à l'IA. C'est une question qui est revenue avant que le webinaire ne soit organisé, qui a été posé par un des participants sûrement. Et là, j'ai un mode d'emploi qui est très simple. Donc, premièrement, il faut inventorier vos données et vos documents, donc, en termes de format et d'accessibilité. Définir un besoin. Donc, qu'est-ce qui vous motive à mettre en place un projet d'IA? Est-ce que c'est pour mieux retrouver les documents? Est-ce que c'est mieux les classer ou mieux les préserver? Donc, c'est à vous de définir ce besoin prioritaire-là. Choisir un outil d'IA simple, un premier outil d'IA simple. Donc, un outil d'OCR, ça peut être un moteur de recherche IA. Ça peut être un chatbot de questions et de réponses, comme celui qu'on a vu tout à l'heure avec ChatGPT. Constituer une mini-équipe projet, donc archiviste, plus technicien. Donc, quand je parle de technicien, c'est tout ce qui est partie informatique, hein, donc l'informaticien en général. Et en lançant ce projet pilote-là, le faire sur un petit périmètre temporel, mais aussi spatial. Donc, ça peut être une partie de votre fonds archivistique que vous gérez. La plage temporelle ne doit pas excéder 3 mois. Et cela permet d'avoir après des résultats mesurables sur lesquels on se basera maintenant pour avoir un projet plus ambitieux. Et comme exemple de projet pilote IA, c'est l'automatisation de l'indexation de 500 documents PDF qui ont été scannés grâce à un moteur OCR, IA, avec des étapes de sélection de ces cours plus de 500 documents. L'installation de l'outil OCR IA, donc avec des exemples que j'ai mis en parenthèse, par exemple. Le test sur un échantillon, donc 10% du fond que vous voulez tester. Lancer l'indexation complète grâce à l'IA. Vérifier l'exactitude des résultats. Toujours vérifier, j'y reviens. Et documenter les difficultés rencontrées. La documentation vous permet après d'avoir une base de référence pour des projets plus ambitieux ou pour continuer le travail que vous voulez faire. Là, ce projet pilote-là, avoir 8 à 10 semaines maximum. Et le résultat étendu est d'avoir un premier démonstrateur de l'utilité de l'IA, sa crédibilité et son caractère duplicable à grande échelle. Donc, là, prendre en compte aussi que la mise en place d'un projet IA ne peut être que progressif. Il faut toujours commencer petit. Si on veut tout automatiser dès le départ, on s'expose à des échecs rapides. Et ces échecs-là peuvent aboutir à comment le dire, un message de bras, je ne sais pas, à l'abandon du projet. Parce qu'à vouloir trop embrasser, on a mal étreint
Et au lieu d'encourager, c'est une source de découragement. Donc, toujours commencer petit pour voir ce qu'il est faisable de faire, ce qu'il est possible de faire, et s'il y a des écueils, comment les contourner. Donc, en conclusion, qui est assez large, c'est une conclusion qui appelle à l'action. Donc là, on est le 28 avril 2025. Nous gérons des corpus archivistiques depuis très longtemps. Nous avons des process de travail qui sont définis. Nous sommes des professionnels, nous savons déjà comment gérer des archives, comment les traiter, comment les mettre à disposition, comment les valoriser, comment les préserver, comment les conserver. Et il y a un outil qui est là, qui vient pour moi à point nommé et qui nous permet de maximiser tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, ça nous permet vraiment de reprendre le travail qui est fait à la base, donc couramment, de le rendre plus optimal et surtout d'avoir des innovations à ce niveau. Et cette innovation-là, je pense que c'est une bouée de sauvetage ou une, 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 une occasion pour nos archives de quitter un état euh, d'invisibilité, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Nos portails archivistiques, nos fonds ne sont pas du tout visibles la plupart du temps. Et l'IA est un formidable outil pour vraiment combattre cette invisibilité-là et les rendre plus visibles. Donc là, il faut prendre en conscience les avancées majeures introduites par l'IA génératif, donc, que j'ai essayé de schématiser tout au long de cette deuxième partie. Et vous inviter à un appel clair à l'action. C'est euh, une mobilisation collective pour renforcer la coopération panafricaine autour de l'IA. Donc, j'ai déjà donné l'exemple du Sénarbica. L'encouragement à adopter activement des technologies innovantes, donc qui permettent de préserver, valoriser, etc. Et surtout, promouvoir cette vision collaborative-là, inclusive et tournée vers l'avenir. Donc, chaque secteur archivistique de nos entités sous-régionales et institutionnelles doit jouer un rôle clé dans la révolution numérique que nous sommes en train de vivre. Et cela peut nous permettre d'être des acteurs de développement euh, et que cela soit reconnu par les sphères en dehors du métier. Donc là aussi, concrètement, c'est identifier une base archivistique locale pour tester, par exemple, l'indexation automatique, donc je reviens. La proposition de collaborer entre services d'archives et start-up IA. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Ça, il faut que, de plus en plus, nous prenions les informaticiens comme des partenaires à ce niveau. C'est des gens qui sont équipés pour pouvoir mettre en place tout ce que je viens de montrer là, les prototypes là. Mais ils ne peuvent pas le faire tant que nous n'allons pas vers eux. Et en allant vers eux, avec nos projets qui sont bien structurés, leur dire que c'est ça que nous voulons que vous nous fassiez pour nos services d'archives. Et vous verrez que la collaboration peut se faire de manière très fluide et au bout avoir ces archives innovantes-là que j'ai essayé de schématiser ici. Donc, initier un groupe de travail interinstitutionnel sur l'éthique algorithmique, c'est tout ça, c'est dans la collaboration qui doit se faire entre nous et vous. Donc, je me mets dedans parce que je suis membre de la corporation aussi. Ce n'est pas seulement des conseils qui sont destinés aux collègues d'Afrique centrale, mais tous les collègues qui sont dans les autres sous-régions africaines peuvent être intégrés dans ce lot de conseils. J'ai voulu terminer cette intervention par revenir sur une question qui est revenue aussi dans les questions qui m'ont été posées et qui est une question récurrente. C'est celle de savoir s'il y a un risque pour nous, archivistes, de voir nos métiers disparaître. Là, la réponse que je peux donner, c'est que c'est à nous d'éviter cela. C'est-à-dire, comment le faire? Il ne faut pas prendre l'IA comme un suppléant à nos activités. Mais l'IA est un assistant archivistique d'abord. Et quand je parle d'assistance archivistique, ça veut dire qu'il peut nous permettre de valoriser ou d'optimiser nos processus de travail. Et par exemple, quand vous devez indexer un lot important ou bien décrire un lot important de documents PDF ou non PDF même, vous avez la possibilité de déléguer ce travail-là à l'IA. Mais cette délégation-là vous permet, vous, après, de pouvoir faire autre chose, donc optimiser ce temps gagné. Et une des données fondamentales aussi qu'il faut prendre en compte, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que l'IA ne peut pas vous remplacer parce qu'il y a des choses que vous serez obligé tout le temps de vérifier.
Donc, il y a ce rôle de supervision, de validation, les rôles éthiques et surtout le paramétrage de l'IA. Parce que l'IA, c'est un outil. Donc, pour qu'il vous donne le maximum de ce que vous voulez, il faut que vous le paramétriez. Donc, s'il n'y a pas d'archiviste, il n'y a personne pour paramétrer le modèle d'IA que vous allez mettre en place. Et enfin, la formation continue aussi permet de se préserver de ce potentiel chômage, entre guillemets, qui peut être induit par l'IA. Formation continue donc à l'IA documentaire, à tout ce qui est analyse prédictive, à la cybersécurité des données, donc qui est fondamentale actuellement. Et qui, pour moi, il n'y a que l'archiviste qui peut être un garant à ce niveau, parce que c'est lui qui maîtrise ses fonds, mais il lui faut des outils technologiques pour pouvoir naviguer sur cette masse extraordinaire de données, donc on appelle le big data par exemple. Et donc, à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait un risque. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai encadré cette partie-là avec une couleur dorée, donc pour appeler à l'optimisme. Donc, un archiviste augmenté, c'est un archiviste qui se sert de l'IA. Et cette augmentation-là fait de lui un expert incontournable dans la gouvernance des données de demain. Et sachant que demain, c'est déjà aujourd'hui. Donc, merci de votre attention. Voilà ce que je voulais partager humblement avec vous, espérant que le maximum d'entre nous a pu y trouver son compte en termes de partage d'expérience. Merci à vous, Madame Mourembo. Merci beaucoup. Vraiment, un exposé très brillant. Nous avons vu les commentaires des participants qui vous ont beaucoup félicité, Monsieur Diouf. Merci vraiment. Nous allons prendre les questions. Vous voyez que M. Diouf combine très bien, aussi bien l'expertise technique qu'une vision stratégique. Alors, il est vraiment la personne très qualifiée pour pouvoir nous aider un peu sur les enjeux contemporains liés à l'IA et spécifiquement au niveau de l'Afrique centrale. Alors, maintenant, là, nous allons prendre des questions. Si vous avez des questions, merci de pouvoir les poser dans l'onglet cuillère. Ce sera plus facile pour nous de pouvoir voir et vous lire. Je vais lire la question de Monsieur Souleymane Soroba. L'avatar l'IA est développé peut-il être lié à nos bases de données afin de générer des contenus ou tout est lié aux données sur Internet? C'est la première question. Je réponds? Oui, oui. Oui, oui. Merci Souleymane pour cette question qui est très pertinente. Je ne sais pas si dans ma présentation théorique, j'en ai parlé. L'idéal serait qu'on ait des modèles qui sont basés sur nos propres contenus. Parce qu'il va sans dire que si vous avez un modèle d'IA dans votre centre archivistique, par exemple, si vous n'avez pas des modèles qui ont été entraînés via ces données-là, les réponses qui seront posées qui seront fournies par l'IA seront forcément extraverties. Donc, parce qu'il va aller chercher des documents un peu partout, en dehors même de votre contexte. Et c'est ça la problématique fondamentale, en fait. Et c'est pas seulement valable pour les archives, c'est valable aussi pour les bibliothèques universitaires, par exemple, et de recherche, où il y a beaucoup de thèses. Euh, dans la bibliothèque de l'Institut Le Cher, il y a beaucoup de documents de planification qui ont été faits dans les années 60 et tout. On en a numérisé une bonne part, mais si ces documents-là ne sont pas visibles sur Internet, par exemple, il n'y a pas moyen pour qu'un modèle standard comme ChatGPT puisse aller les trouver. Donc, si vous installez une IA donc, qui est basée sur ChatGPT, vous lui posez une question qui est liée à votre propre contexte archivistique, je ne pense pas qu'il ait les réponses adéquates. Il va vous donner des réponses, c'est sûr, mais peut-être qu'il va tirer de Wikipédia, qu'il va tirer de un peu partout. Parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est des modèles qui ont, par exemple, ChatGPT, il a déjà lu tout Wikipédia. Ça, c'est une confidence que je fais. Et quand je dis lui, c'est pas seulement lire, mais il a décortiqué tout ce qu'on appelle voilà, les bribes de mots qui constituent cette encyclopédie en ligne. Donc, l'idéal, c'est encore une fois d'avoir à portée de main des informaticiens, voir comment collaborer avec eux pour qu'ils vous mettent en place des modèles d'IA qui sont basés sur vos propres contenus. Et pour mettre en place ces modèles d'IA-là, encore une fois, il y a des codes open source, donc qui sont ouverts, qui peuvent être adaptés à des contextes locaux africains.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Hum, je crois. Euh, la réponse correspond aussi à la question de Chantal Bokenge, qui demandait aussi où est-ce que l'IA a épuisé tous les éléments des réponses. Donc, vous avez trouvé votre réponse. Et il y a Esther Aubet qui pose aussi une question. Plusieurs projets d'IA générative auxquels ne sont pas associés les professionnels de l'information documentation. Quels éléments des langages utilisés pour convaincre les promoteurs à l'intégration de ces derniers dans les équipes projet? Ça, c'est beaucoup plus stratégique. Tout à fait. Oui, Estelle, merci beaucoup pour la question. C'est une préoccupation fondamentale hein, qui ne date pas d'aujourd'hui. Hum, On dit souvent que ce qui est fait en votre absence est fait contre vous. Donc là, je vais toujours dire ce que j'ai toujours dit dans d'autres contextes. Nous devons toujours avoir une attitude proactive. Par exemple, au sortir de ce webinaire-là, quelles que puissent être les choses qu'on en a tirées, ça peut être l'occasion de discuter avec des décideurs institutionnels de la nécessité ou bien de la pertinence d'avoir des outils d'IA. Et en le faisant, je ne sais pas, amenez toujours avec vous, essayez de toujours convaincre le secteur informatique de votre institution. Parce que eux, c'est les partenaires naturels. Et c'est des gens qu'on écoute parce que tout simplement, ils détiennent la compétence technologique. Donc, c'est des gens qui sont écoutés. Donc, si vous en faites des partenaires, sachez que je ne veux pas dire que tout ce que vous voulez à ce côté-là, de ce côté-là sera fait, mais vous êtes sûr d'avoir des résultats à 70%, 75% de réalisation. Je m'explique. Si la décision est prise, par exemple, de vous accompagner ou de mettre en place un module d'IA dans votre centre d'archives, c'est l'informaticien qui va le faire. Ou bien s'il ne le fait pas, il fera partie du groupe qui va choisir un prestataire externe pour le faire, par exemple. Donc, la dernière décision ou bien la dernière réalisation, c'est à son niveau. Donc, si cette personne-là, vous ne la convainquez pas au départ, euh, même si du point de vue leadership, on lui dit de vous accompagner, il y a de fortes chances que l'accompagnement soit plus fluide si vous avez pu le convaincre au préalable. Donc ça, c'est un aspect. L'autre, c'est comme je dis, il faut bousculer les portes. Donc, on ne peut plus rester donc à attendre que les gens viennent nous proposer ce qui améliore notre condition de travail et de délivrance de nos services. Donc, c'est ce que je peux faire. Il faut être plus politique dans tous les cas. ok. Maintenant, on me dira que l'archiviste ou le bibliothécaire ou le documentaliste n'est pas toujours quelqu'un qui est assez fort dans l'architecture organisationnelle ou administrative pour influer sur les décisions. Mais le but, ce n'est pas forcément d'imposer, mais au moins de faire savoir aux gens que ça, c'est possible. Ça, c'est déjà un pas qu'il faut toujours faire. Oui, parce Merci. qu'on a remarqué quand même hein, dans ces projets-là, que ce soit de projets de mise en place d'outils collaboratifs ou de gestion électronique de documents, curieusement, les archivistes sont mis de côté. C'est quand même un peu étrange. Nous Étrange. avons une autre question de Fidèle Parfait Awelek qui demande sa question. Pouvez-vous parler des limites et risques de l'intelligence artificielle dans la gestion de documents et des données? Les risques Euh, et les limites. ça c'est un webinaire à lui tout seul, cette question-là. Oui, parce que les risques et limites, les risques, c'est, hmm, euh, par exemple, quand vous posez une question à ChatGPT, donc vous lui dites par exemple que je veux décrire cette pièce. Donc la pièce, vous l'avez déjà numérisée par exemple. Ça peut être un rapport donc, qui fait partie d'un dossier ou d'une série. Donc cette pièce-là, dès que vous la partagez dans ChatGPT, ChatGPT en fait déjà une propriété, entre guillemets. C'est-à-dire, le document, il le récupère. Parce il va se baser sur ce document-là pour vous donner une réponse. Et en prenant en compte ce document-là, il enrichit sa base de connaissances. La base de connaissances sur laquelle elle se base, elle, pour vous donner des réponses. Ou bien donner des réponses à d'autres qui vont poser une question qui est relative au document que vous avez
que vous voulez décrire, par exemple. Et là, le risque, c'est quoi? C'est que qu'en le faisant, on se dépossède quelque part de notre patrimoine documentaire. Vous me direz que c'est comme ça depuis que le web est là, mais il est temps aussi que nous, Africains, par exemple, nous repensions à tout cela. Et ce risque de dépossession, il est très, très, très prégnant. Donc, il existe. Et au bout du compte, on sera toujours à nous lamenter sur le fait que, voilà, nous ne pouvons pas disposer de nous-mêmes des productions documentaires qui ont été faites dans nos contextes. Je partage juste une anecdote. Il y a quelque temps, un an de cela, par exemple, je crois, quand DeepSeek, l'IA chinoise, là, a été mise en production avec son dernier modèle qui était très médiatisé. Donc, j'étais avec des collègues et chacun était là en train de faire la comparaison entre ChatGPT et DeepSeek. Tu vois. Donc, celui-là est meilleur, les Chinois sont là. Tu vois. Et moi, je l'ai regardé. À un certain moment, je leur ai dit, mais vous êtes en train de discuter sur des modèles qui ont été construits par d'autres. Et où est notre modèle, nous, en tant qu'Africains? Et je pense que l'Union africaine, c'est 54 États. Donc, déjà, à ce niveau-là, il y a des possibilités je sais pas, de mettre en place une IA africaine. Donc, qui se baserait sur nos propres productions endogènes. Et voilà, c'est une réflexion que je fais comme ça à voix haute. Mais je pense qu'un des principaux risques, c'est celui-là. C'est vraiment de toujours mettre à disposition gratuitement notre patrimoine documentaire pour que les autres s'en servent et puissent gagner de l'argent avec. Parce que l'IA, c'est une formidable machine de génération de revenus que nous gagnerions nous aussi à investir. Mhm. Donc, il y a d'autres limites, hein, mais je préfère surtout m'appesantir sur celle-là. Désolé. Euh, Vous avez créé aussi des modèles d'IA. Est-ce que vous pouvez nous communiquer aussi les noms de ces modèles-là? Sont-ils accessibles? Les entreprises peuvent-elles s'en procurer? C'est pas des modèles d'IA aboutis, hein, c'est des modèles prototypes, c'est des prototypes en fait. C'est surtout dans un but pédagogique et didactique. Quand Mhm. je dois faire des formations, par exemple, pour expliquer à des documentalistes, à des bibliothécaires, à des archivistes ce qu'est une IA, ce qui leur permettra après eux de dire, par exemple, à un informaticien, voilà ce que je veux et voilà comment il faut le faire, voilà ce qu'il faut mettre en avant. C'est juste des modèles, c'est des prototypes qui sont certes assez avancés en codage, mais si vous avez remarqué, c'est des modèles qui sont actuellement en local, dans ma machine. Donc, ils ne sont pas sur un serveur, ils ne sont pas accessibles et tout. Mais le code, je peux le partager à des gens qui peuvent, qui en ont besoin, qui veulent voir donc, comment les choses se font. Il y a aucun souci. C'est des codes HTML, donc avec du JavaScript et des styles CSS pour la présentation graphique. Tout informaticien est déjà familier à ça. Mais c'est pas des codes sources qui sont accessibles en ligne, non. Ouais, pas encore. Mais ces codes seront accessibles bientôt ou vous comptez travailler encore dessus pendant un moment? Moi, je travaille toujours dessus parce que rien n'est encore abouti à ce niveau. Et comme je dis, c'est des prototypes. Donc, par exemple, à partir de ce webinaire-là, je peux avoir des questions et à partir de ces questions-là, voir peut-être comment améliorer le modèle pour prendre ce genre de préoccupation que je n'avais pas prise auparavant. Donc, mais en bilatéral, c'est des choses sur lesquelles je peux discuter avec quelqu'un qui est intéressé et qui peut Mhm. même collaborer aussi à améliorer ce code-là. Il y a une question. Mais le but, excusez-moi, le but, c'est pas de créer un modèle de langage abouti parce que c'est une opération qui coûte très cher. Et à la limite même qui dépasse les budgets d'une simple institution. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de collaboration, donc régionale, voire panafricaine. Je n'ai pas trop insisté sur l'aspect coût, mais pour mettre en place un modèle abouti, c'est beaucoup de dollars, hein, 1 million. Donc voilà, c'est pas quelque chose que moi je peux imaginer même de faire, mais je peux créer des modèles qui permettent d'expliquer
comment les choses se passent derrière un modèle d'IA, par exemple. Il y a une question qui est revenue. Il y a Orlan Kona et Eli Yumba qui posent la question sur la valeur juridique des documents conservés dans l'IA. Ou je crois que ça doit être géré par l'IA. Encore une fois, l'IA, c'est un assistant. Ce n'est pas l'IA qui gère le document. L'IA permet d'exploiter les documents. Par exemple, si vous avez un portail archivistique, donc avec une base de données, donc qui est géré par un logiciel, par Atom, par exemple, Atom qui est un logiciel d'archivage. Donc, vous pouvez, par exemple, sur le moteur de recherche Atom, récupérer des documents par leurs mots-clés, par voilà, leur provenance, euh, etc. Même par l'auteur de ce document-là. Ce document-là, vous allez le prendre directement dans une base de données, donc qui est hébergée dans un serveur que vous avez vous. Donc, ce n'est pas l'IA qui va héberger le document. Maintenant, l'IA, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous pouvez lui poser la question, lui dire, par exemple, je veux que dans le corpus archivistique de mon institution, de l'institution, que tu me ressortes tous les documents qui parlent donc de la crise de telle année, et en plus que tu m'en fasses une analyse détaillée. C'est ça la plus-value qu'offre l'IA par rapport au moteur de recherche classique. Le moteur de recherche, il va juste vous donner les documents en PDF, par exemple, sans aucun traitement analytique ou scientifique. Alors que l'IA, il va vous donner ces documents en PDF-là, par exemple, et en vous disant aussi que ces documents, qui sont au nombre de temps, traitent de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Donc, vous pouvez, voilà, etc., etc. Il vous répond comme un humain. Donc, c'est pas l'IA qui stocke les documents à ce niveau. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Eli. Euh, oui, bon, il n'a pas réagi, mais oui, oui, vous avez bien fait la distinction entre le rôle de l'IA et celui du lieu de conservation de ces documents-là. Il y a Issouf Forgo qui revient pour une autre question. Est-il risqué que toutes nos sources documentaires soient un jour exportées dans les centres de données des propriétaires de ce modèle gratuit? Donc, il expose le problème d'extraterritorialité des données. C'est quoi la question? Est-il risqué que toutes nos sources documentaires soient un jour exportées dans des centres de données propriétaires de ces modèles gratuits? Oui, c'est risqué parce qu'à la fin, c'est une question de souveraineté. La souveraineté, elle n'est pas seulement territoriale ou politique ou autre, mais elle est aussi numérique. Et je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire, il est temps qu'on arrête de devoir léguer insidieusement ou indirectement ce patrimoine-là en le faisant analyser par des outils d'IA que nous n'avons pas, nous, développés. Sachant que derrière, il y a peut-être tous les risques de biais algorithmiques, donc qui ne peuvent pas être forcément en faveur de nous autres Africains, même si je ne présume pas que les développeurs de ces modèles d'IA-là sont contre l'Afrique, mais un moyen de s'en prémunir, c'est d'avoir aussi nos propres modèles. Et en ayant nos propres modèles, donc on contourne ce risque de perte de souveraineté donc sur nos documents, surtout à l'ère du numérique. Et je peux même aller au-delà. Quand je vois dans certains pays, que même les extensions des noms de domaine sur Internet ne sont pas les extensions du pays. Par exemple, .sn pour le Sénégal, .ml pour le Mali. Je pense que la souveraineté, elle commence d'abord par là. Donc, si nous mettons en place des portails archivistiques, par exemple, veillons à ce que ces portails archivistiques-là, surtout s'ils sont du domaine public, de l'administration publique, aient des extensions de ce pays. Ce qui arrive des fois, c'est des choses que j'ai vécues, des partenaires non africains qui viennent vous financer, ils vous financent pour numériser vos documents patrimoniaux, par exemple. Et dans les clauses, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en numérisant, ils amènent déjà des copies, mais ils vous disent qu'ils vont héberger le portail donnant accès à ces copies numériques-là dans leur propre serveur. Et après,
l'archivage, l'adressage web de ces portails-là, vous verrez des extensions de ces pays-là et non des pays producteurs de ces documents. Donc, il y a un vrai problème. C'est des exemples, je ne veux pas citer de pays, mais c'est des exemples que j'ai vus dans beaucoup de pays. Il n'est plus question de continuer comme ça, je crois. Il y a une question de Rachel Anouk Ndiam qui demande, avons-nous déjà mis en place un cadre éthique pour éviter les abus dans l'environnement africain? Si oui, quels sont les pays modèles? Ah, je ne crois pas. Hein. Des cadres éthiques liés à l'IA. Non, je ne crois pas. Je sais que dans beaucoup de pays, il y a des lois d'archives qui gèrent aussi les volets numériques. Mais moi, je ne peux pas parler pour les autres pays. Donc, pour ce qui est du Sénégal, il y a effectivement une loi de 2008, donc qui prend en compte ces aspects-là. Mais pour des lois liées à l'éthique de l'IA, il faut chercher. Il faut chercher. Peut-être dans des pays qui sont un peu plus avancés en Afrique, peut-être. Je ne sais pas. Vraiment, je n'ai pas cette réponse-là. Ok. Il y a des questions ou des interrogations, en tout cas des préoccupations sur la formation des archivistes. Donc, les archivistes, quand ils finissent, c'est pas tout de suite qu'ils apprennent sur l'IA et du coup, on voit apparaître progressivement et très rapidement l'IA avec toutes ses avancées. Qu'est-ce que vous pensez de ça? La formation, elle est déjà initiale, c'est-à-dire au niveau des structures de formation des archivistes, donc soit dans les universités ou bien dans les instituts. Il faut nécessairement mettre un accent sur ça. Pour ceux comme moi qui n'ont pas eu la chance, non pas, c'est pas une chance. Pour ceux qui sont actifs depuis très longtemps et qui sont ce qu'on appelle des immigrés numériques, digital immigrants, il faut de la formation continue. La formation continue, je pense qu'elle est nécessaire pour permettre aux gens qui travaillent depuis longtemps avec des habitudes professionnelles traditionnelles de pouvoir s'adapter au monde changeant. Euh, et ça, c'est fondamental. Maintenant, les moyens ne suivent pas toujours. Et c'est là où aussi le laboratoire d'innovation là peut être un cadre sur lequel peut se fonder cette politique de développement de capacité. Ce n'est plus de la formation continue, mais un développement de capacité ou un renforcement de capacité à ce niveau-là. Mais pour ce qui est des étudiants, des élèves en archivistique, en documentation, en bibliothèque, je pense que les technologies émergentes vont faire partie des syllabus. Et voilà ma réponse à ce niveau. Euh, il y a une question qui me revient en tête. Pour le modèle que vous êtes en train de développer, où avez-vous trouvé les corpus pour l'entraînement de ces modèles? Est-ce que c'est là où vous travaillez ou vous avez coopéré avec d'autres archivistes pour enrichir ce modèle-là? Ouais, encore une fois, je précise, c'est pas je crée pas un modèle. Je produis un prototype. Un prototype, oui, voilà, le Ouais, voilà, prototype, qui c'est ça le terme. qui imite le processus d'entraînement. Mhm. Euh, et c'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là. J'ai d'autres modèles que je pourrais montrer ici, si le temps le permet, où là, j'explique avec des termes clairs ça, comment faire, comment le processus d'entraînement d'un modèle se passe. Donc, avec l'annotation, le pré-traitement des données, voilà, plein de choses. Et c'est pas des développements qui sont très développés. Excusez-moi de la répétition. C'est pas des développements qui sont très puissants, mais c'est juste pour permettre à des collègues de savoir comment ça se passe. Et en savant comment ça se passe, de pouvoir demain guider des développeurs maintenant à rendre un produit qui est conforme à ce que ces collègues-là veulent. Donc, c'est vraiment dans une visée pédagogique et didactique. Hein. Donc, je peux expliquer, si vous devez faire maintenant un modèle d'IA normal, en fait, Mhm. quels sont les prérequis, quelles sont les étapes qu'il faut suivre, quels sont les outils, les technologies, les formats, les logiciels,
les logiciels de programmation qu'il faut utiliser et qui sont les meilleurs pour ça. Mais encore une fois, je n'ai pas cette formation-là. Je suis pas informaticien. Je suis juste un bibliothécaire archiviste qui m'intéresse à ces problématiques-là depuis très longtemps. Oui, mais vous avez très bien avancé Oui, dans bon, ce domaine-là. c'est pas- Euh, il y a des questions qui reviennent sur les plans de classement. On a encore 9 minutes ou 8 minutes là. Est-ce que ce sera possible juste de revenir sur cette présentation-là? Parce que des gens qui posent des questions sur l'indexation, sur le plan de classement, si on peut juste refaire cette partie-là, parce que c'était, je pense, tout au début et ils n'ont pas peut-être suivi, je pense. Ouais, mon écran, là. Oui, Oui, là, je suis dans ChatGPT. Et là, c'est la question que j'ai posée. En fait, c'est même pas la question, c'est ce qu'on appelle un prompt, la requête. C'est ça que j'ai demandé à ChatGPT. Je lui ai dit, je lui ai attribué le rôle d'archiviste africain, hein, et je lui ai dit, tu veux mettre en place une politique archivistique complète avec un plan de classement, un tableau de gestion. J'ai pris que ces deux outils-là. Mais je pouvais continuer hein, euh, en lui demandant, par exemple, un prototype d'inventaire, etc., etc. Et je lui ai donné le contexte d'activité, une municipalité. Et à partir de ça, il m'a donné donc, cette réponse-là. Donc, il me guide en fait en me donnant cette réponse, il me guide, il me dit par exemple, si tu veux faire un plan de classement, voilà donc un prototype que je te donne, que tu peux adapter. Donc, là, pour l'adapter, il suffit juste de faire copier-coller et d'aller coller ça sur un document Word. Ou bien, vous pouvez demander aussi à la machine de vous donner ces résultats-là en format web, en format Word. Donc, par exemple, là, je lui dis, donc, j'espère que tout le monde suit. Merci. Il faut toujours s'adresser à l'IA comme si on s'adressait à une personne. Hein. Merci. Donc, ce qu'il va répondre. Il va dire avec plaisir, si tu veux, je peux aussi t'aider à adapter le document à ta municipalité en tenant compte des services exacts, du contexte juridique local, etc., etc., et te fournir un modèle de document Word ou Excel. Voilà. Donc, même la machine, après, elle me demande, donc, si je veux améliorer. Donc, je dis oui. Il me demande si tu un modèle téléchargeable personnalisé. Je dis oui, par exemple. Top entrée. Et il va me fournir le même document, mais en format Word que je vais télécharger. Voilà, il me le donne sous forme de code, mais normalement, il doit me donner ça sous forme. Ouais. Il m'a donné ici le code quoi, que je peux aller insérer dans un template Word. Mais moi, il me dit ici, souhaites-tu aussi un modèle de politique archivistique au format Word? C'est ça que je veux. Oui, au format Word, téléchargeable. Donc, pour ceux qui ont posé la question, en fait, les exemples que j'ai donnés là, c'est juste des exemples, hein, mais tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est vous qui connaissez vos besoins. Vous êtes dans un centre d'archives, vous avez besoin d'un plan de classement, vous voulez établir un inventaire, vous voulez faire un répertoire et tout. Vous pouvez aller sur ChatGPT, et ça, c'est la version gratuite. Vous lui dites seulement, je veux un modèle de plan de classement, un modèle d'inventaire, un modèle de répertoire en format Excel, et il vous le fait. Maintenant, une fois qu'il vous l'a fait, c'est maintenant à vous d'adapter ce format-là à votre contexte local. Et encore une fois, ça revient à ce que je disais. Donc, l'IA, dans ce sens-là, ce n'est qu'un assistant qui vous permet de gagner du temps dans la production de certaines choses, dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes. Donc là, je l'ai dit au format téléchargeable. Actuellement, vous voyez le bouton qui clignote là. Donc, il est en train de travailler au formatage du document. Espérons. Parce que des fois aussi, vous n'avez pas de réponse. Il vous dit il y a un problème. Donc, mais toujours insister. Prenez-les comme une personne. C'est-à-dire, même s'il vous donne une réponse qui n'est pas satisfaisante, tu lui dis non, cette réponse-là ne me satisfait pas. Essaie de le faire de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle entrer dans la chaîne de pensée de la machine. Donc, en lui donnant des étapes successives, et vous verrez qu'à la fin, vous arriverez à ce que vous voulez.
la Voilà, génération. Oui. Donc, Orlan Kona et Jean Bédel Chirika, vous avez vu la démonstration. Certainement, vous avez trouvé la réponse à vos questions sur le plan de classement. Nous tendons presque vraiment vers la fin de notre webinaire, mais encore une préoccupation qui est en train de revenir sur l'avenir des archivistes, sur la crainte de perte d'emploi, si vous pouvez encore insister là-dessus, parce que vous l'avez abordé rapidement dans la théorie, mais que ce soit aussi, bon, quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes, à tous ces archivistes qui ont peur de perdre leur emploi avec l'arrivée de l'IA? Je vais commencer par une question. Quels sont les constituants de vos collections archivistiques? L'archivistique, c'est une documentation locale. Donc, qui dit documentation locale, dit traitement local à la base. Donc, même si vous installez un modèle d'IA, le modèle d'IA, il ne va travailler que ce que vous lui donnez. C'est vous qui l'alimentez, en fait. Et donc, le but, c'est quoi? C'est de maîtriser d'abord ces IA génératives-là. L'exemple ChatGPT que je viens de montrer, c'est une piste pour vous permettre, à partir de maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller taper chatgpt.com et d'avoir l'interface de recherche et vous commencez à vous amuser, poser n'importe quelle question. Vous allez voir les réponses, comment elles se... Donc, maîtriser cela d'abord vous permet après de pouvoir dompter les processus qui sont liés à l'IA. Et encore une fois, je n'ai pas une réponse qui peut satisfaire tout le monde, mais ce que je sais, les archives, comme les bibliothèques et tout, ont toujours été sujets à l'évolution technologique et elles ont toujours réussi à s'adapter en adoptant ces technologies-là. Donc, pour ceux qui ont 30 ans de service comme moi, je suis parti du travail manuel, c'est-à-dire du catalogage ou description manuelle, à la description informatisée et maintenant à la description assistée par IA. Donc, et je suis toujours là. Donc, de ce côté-là, c'est ce que je reviens à ce que je disais. Prenez l'IA comme un assistant administratif. Mais et c'est comme ça que ça doit se passer. Et dans tous les environnements qui sont même plus développés que nous, il y a toujours des archivistes qui utilisent l'IA tous les jours et qui en font maintenant un assistant qui leur permet d'optimiser leur travail quotidien. Vraiment, c'est la réponse que je peux donner. Mais ce qui va vous sauver et qui va nous sauver nous tous, c'est d'abord maîtriser toute technologie qu'on met à notre niveau. Maîtriser, c'est quoi? C'est savoir déjà utiliser et savoir tirer le meilleur parti de cette technologie-là, sachant que ça ne fera que vous augmenter, entre guillemets. Exact. Merci. Est-ce que le côté technique, vous pouvez nous aider à partager les coordonnées de M. Diouf pour les personnes qui voudraient le suivre sur les réseaux ou qui auront encore d'autres questions à poser? Comme ça, vous pouvez continuer à poser vos questions. Et merci vraiment, merci à la Sénarbica d'avoir organisé cette série de webinaires. Merci beaucoup à notre intervenant, très brillant en tout cas. Votre intervention a suscité beaucoup de questions et certainement vous en aurez encore. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Vous pouvez continuer à suivre M. Diouf et à poser vos questions. Il y a une question qui est revenue sur le, euh, le certificat de participation. Bien sûr, le certificat sera délivré, mais il sera d'abord précédé d'un sondage. Et c'est à l'issue de ces sondages que les certificats seront alors délivrés. Mais la condition, il y a deux conditions à remplir. Il faudrait avoir assisté au moins à 2 sessions de webinaire et être en ordre avec la cotisation annuelle. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'ICA ou à la Sénarbica, vous pouvez aller dans le site de l'ICA et vous enregistrer ou prendre votre abonnement annuel. Voilà, pour le certificat. Et voilà, le replay aussi vous sera communiqué parce que la session a été enregistrée. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, vous allez, le lien vous sera communiqué et vous pourrez alors suivre le replay à votre aise. Merci beaucoup encore à notre cher intervenant
Et merci à la FENARBICA, à toute l'équipe qui a organisé ces 3 sessions. Voilà. Merci.